Donc, on est prêt? Oui, d'accord. Donc, nous Parfait. pouvons commencer. Donc, bonjour tout le monde. Au nom du comité de la conférence CR-UGM Midi d'aujourd'hui, nous vous remercions d'avoir participé à cette conférence aujourd'hui et c'est un grand plaisir pour nous de recevoir aujourd'hui les docteurs Yannick Villeneuve et la docteure Fanny Courtemanche. Le docteur Villeneuve est un pharmacien gradué de la faculté de pharmacie de l'Université de Laval. Et ensuite, en 2017, il acquiert la certification américaine du Board Certified Geriatric Pharmacist. Et en 2019, il complète un fellowship en pharmacie gériatrique réalisé à Guy's and St Thomas NIH Foundation Trust de Londres. Le docteur Villeneuve est chercheur clinicien ici au CRUGM CIUS du Centre-Sud de Montréal et clinicien associé de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. La docteure Courtemanche est pharmacien, graduée de l'Université de Montréal. Ensuite, elle a obtenu sa maîtrise en pharmacie ainsi que le doctorat en pharmacie de l'Université de Montréal. Et la docteure Courtemanche est pharmacien aussi au CRUGM. Donc aujourd'hui, le docteur Villeneuve et la docteure Courtemanche vont nous présenter, nous apporteront leurs derniers résultats, dès que je compris, sur l'impact des interventions du pharmacien durant la transition de soins chez les personnes âgées. Donc, docteur Villeneuve, docteur Courtemanche, merci beaucoup et la parole est à vous. Donc, bonjour tout le monde. Mais en fait, merci de l'invitation en fait, du Centre de recherche pour les midi-conférences. Juste une petite précision, officiellement, je suis pharmacien, je n'ai pas mon PharmD, j'ai mon B-Pharm puis ma maîtrise, donc je ne suis pas docteur officiellement. Pour Fanny, par contre, elle a le vrai PharmD, fait qu'elle a le droit de... Donc, c'est ça, la présentation va être moitié-moitié, moi, Yannick, puis Fanny. Puis en fait, je voulais juste aussi préciser qu'on parle aussi au nom de nos collègues avec qui on a travaillé sur le projet, qui est Farnak Ferroudi, qui est pharmacienne ici et clinicienne chercheur associée aussi. Et Suzanne Gilbert aussi, qui était finalement gestionnaire ici au centre de recherche. Mais qui était gestionnaire ici, mais qui a pris sa retraite, mais qui est encore pharmacienne, chercheur, clinicien associé au centre de recherche. Donc, aujourd'hui, on va parler des interventions du pharmacien au Québec lors de la transition soins de la personne âgée. Donc, notre titre, c'est le souhaitable, l'actuel et le possible. Là, j'essaie de... OK. Donc, j'aimerais tout d'abord, en fait, remercier... je vais juste enlever les visages à côté de ma présentation. Donc, j'aimerais d'abord remercier les résidentes en pharmacie, finalement, de la maîtrise en pharmacothérapie avancée, établissement de santé de 2019-2020, qui sont, à l'époque, étaient étudiantes, maintenant sont bel et bien pharmaciennes graduées, donc Christine Dine, Marie-Pierre Desbiens, Audrey Desjardins et Véronique Leblanc, parce qu'en fait, lors de cette maîtrise-là en pharmacothérapie avancée, il y a un projet là, à faire durant la maîtrise. Puis, ils nous ont aidés finalement au projet 1, mais en grande partie surtout au projet 2. Donc, on les remercie grandement là, pour avoir mené à terme les projets. Donc, aucun conflit d'intérêt réel ou potentiel en lien avec le contenu de cette présentation. Donc, aujourd'hui, les objectifs, ça va être de nommer les risques associés à la transition de soins des personnes âgées hospitalisées, de décrire l'impact des interventions du pharmacien durant la transition de soins des personnes âgées hospitalisées, de décrire les interventions réalisées par les pharmaciens de 4 UCDG du Grand Montréal, puis de distinguer les barrières, les facilitateurs qui influencent le travail du pharmacien lors de la transition de soins des personnes âgées en UCDG. Donc, au niveau du plan, c'est quand même assez simple. Donc, on va parler de la problématique objectif. On va décrire le projet 1 qui était le Scoping Review. Donc, c'est cette partie-là que je vais faire. Puis Fanny va poursuivre avec le projet 2 qui était l'étude mixte, finalement, sur les pratiques actuelles et les barrières. Donc, comme je disais, les deux projets, les résidents ont été impliqués, mais le cœur de leur projet était le projet 2 surtout. Et on va terminer avec la trajectoire à développer pour l'avenir.
Donc, la transition de soins, finalement, c'est les différentes actions visant à assurer la continuité et la coordination des soins du patient âgé lorsqu'il transfère d'un endroit à l'autre. Donc, classiquement, ça va être exemple le patient qui est à la maison, qui arrive à l'urgence, ou un patient qui est hospitalisé puis qui retourne à la maison. Donc, il y a un changement de milieu, finalement. Donc, durant cette période-là, il y a des risques, c'est-à-dire une augmentation des événements indésirables médicamenteux liés aux médicaments qui conduisent à l'utilisation des services de santé. Plus précisément, les événements indésirables médicamenteux post-hospitalisation surviennent jusqu'à 37 des personnes âgées. Les événements indésirables médicamenteux dans la population gériatrique ont été associés à une augmentation des réadmissions, de la morbidité et même de la mortalité. Puis il a été rapporté en 2010-2011 que 57,6 des hospitalisations liées à la médication concernaient les personnes âgées, même si, en fait, elles représentent juste 14,2 de la population canadienne. Donc, ça nous montre que c'est quand même une problématique importante. Il y a de nombreux facteurs qui peuvent expliquer finalement la survenue des événements indésirables médicamenteux en post-hospitalisation. On parle évidemment, manque de conseils concernant les changements médicamenteux, la communication qui peut être déficiente entre les prestataires de soins, le manque de suivi après l'hospitalisation. Donc, le pharmacien peut jouer un rôle finalement pour ces lacunes-là à différents degrés. Par contre, la littérature n'est pas nécessairement bien définie sur l'impact de l'intervention du pharmacien sur la réduction de l'utilisation des services de santé chez la personne âgée lors de la transition de soins. Donc, c'est pour ça que la première étape qu'on voulait faire, c'était de revoir un peu la littérature par rapport à ça. Donc, le projet numéro 1 était le Scoping Review qui a été publié. Donc, l'objectif du scoping était de recenser dans la littérature l'impact des interventions du pharmacien durant la transition de soins sur l'utilisation des soins de santé chez la personne âgée hospitalisée. Donc, au niveau de la méthodologie, ce qu'on a fait, on a fait un scoping review qui a été mené conformément à la méthodologie PRISMA pour les scoping reviews. Les études éligibles ont été recensées via Medline en février 2019 et on a fait une mise à jour aussi en août 2020, selon les critères suivants qui étaient, on cherchait des interventions du pharmacien en contexte de transition de soins à partir d'une unité de médecine générale. Donc, on était quand même assez spécifique. Là, on voulait soit de la médecine femme, de la médecine interne ou des unités de gériatrie et que ces patients-là retournaient à domicile et évidemment chez des personnes âgées. On voulait s'assurer que les études aient au moins une issue sur les soins de santé, puis on voulait des études publiées à partir de 90 et plus, en français ou en anglais. Puis, on visait des études avec des groupes contrôle randomisés ou des groupes, au moins un groupe comparateur là, sous forme d'études de cohorte. Donc, au niveau du PICO, les 4, finalement, concepts qu'on a retenus, c'est personnes âgées, pharmacie hospitalière ou communautaire, soins pharmaceutiques, donc tout type d'intervention. Et pour englober le contexte de transition de soins, on a fait le concept patient hospitalisé et post-hospitalisé. Donc, chacun des concepts a été développé par une combinaison de mèches, puis on a utilisé aussi une liste de synonymes en langage naturel recherchés parmi les titres et les résumés. Après ça, on a des études qui ont été finalement identifiées, mais on a fait une extraction des données standardisées avec un gabarit. Pour chaque étude, les données ont été extraites par une personne qui est revérifiée par une autre indépendamment. Puis afin de comparer les études retenues, en fait, on a fait un modèle de soins pharmaceutiques, de transition de soins qui était adapté en révisant la littérature. Ce modèle-là comportait 8 interventions réalisées par le pharmacien durant la transition de soins. Donc, le modèle que justement on a utilisé pour pouvoir mieux analyser les études puis les comparer entre elles. Donc, c'est le modèle suivant. Donc, il y avait 3 paliers, donc admission, séjour, départ et post-départ. Puis, dans l'admission séjour, il y avait 4 interventions, donc la réconciliation médicamenteuse, le plan de soins pharmaceutiques, donc qui est en fait la révision médicamenteuse, le conseil aux patients, puis faire partie des rencontres internes. Et au départ, on répétait finalement le plan de soins
donc c'est-à-dire une révision médicamenteuse avec un plan, mais destiné pour le départ, puis pour le communautaire. On refaisait la réconciliation médicamenteuse et encore un conseil. Et ensuite, en post-départ, ben, c'est les suivis qui suivent suite à l'hospitalisation. Donc, on avait identifié à la base 1527 articles. On les a, dans le fond, screenés avec la première étape des titres. On en a enlevé pas mal. Après ça, on a screené par rapport au résumé. On en a enlevé encore. Puis au final, on a terminé avec 61 études potentiellement éligibles, mais suite à la lecture complète, puis en appliquant les critères, ben, on a terminé avec 7 études. Donc, on avait quand même un PICO assez précis. Donc, ici, c'est pour vous donner un exemple. Je ne passerai pas tout le tableau, mais c'était juste pour vous montrer un exemple d'extraction de données. Donc, pour chacune des études, on a déterminé finalement c'était quel type d'études, les auteurs, l'année, le setting, les caractéristiques des patients. Mais le plus important pour nous, c'était vraiment finalement de classer les études selon les interventions faites par le pharmacien puis on s'est basé sur notre modèle de soins pharmaceutiques à 8 interventions qu'on a montrées tantôt. Donc, chacune des études était cochée si l'intervention était présente ou non. Ensuite, s'il y avait de la collaboration dans le groupe intervention, c'était qu'est-ce qui se passait dans le groupe contrôle, c'était quoi les issues en lien avec les soins de santé, puis c'était à quel temps ça a été fait. Puis chaque étude était aussi stratifiée selon qu'elle était positive ou négative, si on veut, là, ou neutre, pour encore là faciliter les comparaisons puis essayer de sortir des observations. Donc, si on regarde justement les résultats et discussions, ben, la première chose qu'on peut remarquer, qui est quand même la chose la plus évidente à faire, c'est qu'il y avait 11 études positives versus 6 études non efficaces. Dans les non efficaces, en fait, il y avait 5 études neutres plus une étude négative. On a décidé de regrouper les études neutres et négatives pour faciliter la comparaison. Donc, on voit qu'il y a quasiment le double d'études positives versus d'études non efficaces. Donc, ça montre qu'il y a un impact positif significatif du pharmacien durant la transition de soins de la personne âgée afin de réduire l'utilisation des soins de santé. Le modèle aussi de transition de soins à 8 interventions que je vous ai montré tantôt, bien, finalement, c'est avéré utile afin de classer les interventions du pharmacien émanant des études. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Par contre, ça n'a pas toujours été facile parce que des fois, les descriptions des interventions étaient limitées ou très hétérogènes d'une étude à l'autre, ce qui était des fois un défi pour arriver à une bonne classification. Mais ça montre l'intérêt finalement d'utiliser un genre de modèle comme ça dans le futur pour s'assurer qu'on décrit nos interventions adéquatement puis faciliter la comparaison par la suite. Donc, en moyenne, il y avait environ 4,5 interventions dans les groupes positifs versus 3,1 dans les groupes non efficaces. Donc, ça tend à nous dire probablement que d'accomplir un plus grand nombre d'interventions par le pharmacien contribue à diminuer l'utilisation des soins de santé de la personne âgée en transition de soins. Puis d'ailleurs, si on regarde spécifiquement 2 études qui avaient 2 groupes d'intervention, l'étude de Raven, qui avait le groupe Extended, qui avait 5 interventions, elle était positive versus le groupe comparateur. Puis le groupe Basic, qui avait une seule intervention, voyez-vous, celui-là était non efficace versus le groupe comparateur. Donc, ça va un peu dans le même sens que l'ensemble des études par rapport au nombre d'interventions. Grabec, par contre, lui, peut nous faire dire le contraire, parce que si on regarde le groupe Cité, qui avait 5 interventions, et le groupe AID, qui avait 2 interventions, ni un ni l'autre était efficace comparativement au groupe comparateur. Par contre, il y avait quand même une tendance dans le groupe Cité à être positif, probablement en lien avec la puissance et les caractéristiques des patients, qui aurait probablement pu amener le groupe Cité à être aussi positif, donc aller dans le même sens que Raven et l'ensemble des études. L'autre fait qui est intéressant aussi, c'est en fait, c'est qu'il y avait 4 études positives qui impliquaient le pharmacien à toutes les périodes du processus de transition de soins versus aucune dans les études non efficaces. Donc, on se rappelle, les périodes de processus de transition de soins, je vous les ai montrées tantôt dans le modèle qui comprenait 3 paliers. Donc, les périodes sont l'admission, séjour, congé et post-hospitalisation. Donc,
dans les études, il y avait 4 études positives que le pharmacien était impliqué finalement à chacune de ces périodes-là avec des interventions. Par contre, dans les études non efficaces, le pharmacien était impliqué soit à 1 ou à 2, mais jamais dans les 3. Donc, ça suggère probablement qu'on a un intérêt finalement à diversifier les interventions du pharmacien à différentes périodes de la transition de soins au-delà d'avoir un nombre X d'interventions. Donc, essayer d'éviter de faire toutes les interventions à la mission, tout au congé, mais d'avoir une certaine diversité. L'autre chose aussi, c'est qu'on a regardé plus spécifiquement certaines interventions pour voir un peu s'il n'y aurait pas des observations qu'on ne pourrait pas ressortir. Donc, la première chose, c'est par rapport au plan de soins pharmaceutique au départ. Donc, il y avait 4 études positives versus 4 études non efficaces qui incluaient le plan de soins pharmaceutique au départ. Donc, cette intervention-là semblait potentiellement plus conflictuelle, étant donné qu'il y avait une équivalence de titres positifs et non efficaces. Plus précisément, finalement, si on regarde un peu plus le détail, on s'aperçoit que dans le fond, il y avait 4 études dont le plan semblait plutôt limité, donc moins de détails, puis il y avait 4 études dont le plan semblait plus exhaustif. Puis de façon générale, je vous dirais que les études décrivaient peu finalement qu'est-ce que contenait leur plan de soins pharmaceutique finalement au congé. Donc, ça nous amène à dire qu'il y a probablement un intérêt finalement à s'entendre finalement sur qu'est-ce que devrait contenir un plan de soins pharmaceutique au départ, puis la définition. Déjà là, en ayant quelque chose de clair, bien, ça permettrait de le reproduire, puis de s'entendre tous sur la même chose qui est à faire. Ce qu'on remarquait aussi par rapport à la transmission de ce plan-là au départ à l'équipe de soins primaires en externe, parmi ces études-là, ben, en fait, c'était fait, c'est-à-dire que c'était transmis dans 3 études parmi les 4 positives. Puis c'était aussi transmis parmi 3 études parmi les 4 non efficaces. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que dans ces études non efficaces-là, dans les 3 qu'ils transmettaient, il y en avait 2 que le médecin décidait des informations du plan qui seraient transmises en communauté. Donc, le pharmacien faisait des suggestions, puis finalement, il y avait un certain fil du médecin qui décidait ça va être transmis ou non. Donc, on peut voir que dans les études non efficaces, c'était peut-être un peu moins systématique la transmission de l'information communautaire. Donc, il semble quand même avoir un intérêt finalement à transmettre ce plan-là finalement pour que ça soit de plus pertinent finalement, que notre plan pharmaceutique au départ soit plus pertinent finalement. Ensuite, on a regardé aussi les suivis post-hospitalisation. Donc, on a vu qu'il y avait 5 études qui étaient positives, qui incluaient cette intervention-là, puis 3 études qui étaient non efficaces. Donc, l'intervention semble bénéfique parce qu'il y a plus d'études positives que non efficaces, mais c'était quand même assez diversifié qu'est-ce qu'il pouvait être fait comme suivi. Donc, ça serait quand même pertinent et nécessaire de mieux préciser finalement les éléments essentiels de cette intervention-là qui est quand même assez large. Ensuite, quand on regarde plus précisément qui faisait le suivi, bien, il y avait 3 études qui impliquaient le pharmacien communautaire en post-hospitalisation, puis 5 qui incluaient le pharmacien hospitalier. Ça nous a quand même surpris parce que ça serait entendu que ce serait peut-être un peu plus le pharmacien communautaire qui fasse le suivi, étant donné que c'est lui qui est le plus près du patient là, après son hospitalisation. Dans les études qui incluaient le pharmacien communautaire, donc dans ces 3-là, il y avait l'étude de Pellegrin qui était positive, qui impliquait par contre le pharmacien communautaire en post-hospitalisation jusqu'à 1 an, versus seulement quelques suivis dans les 2 autres études qui étaient non efficaces avec les pharmaciens communautaires. Donc, il y a quelque chose par rapport à avoir une accumulation d'un certain nombre de suivis pour aller chercher de plus en plus d'efficacité finalement. Donc, les forces et limites de ce scoping-là, ben, en fait, nous, ce qu'on trouvait, c'est que l'inclusion dans la méthodologie d'emblée de notre modèle adapté de la littérature, on trouvait que ça permettait de standardiser l'évaluation puis de faciliter la comparaison des études. Donc, ça, on trouvait que c'était quand même un point assez positif. L'étude permet aussi aux pharmaciens, finalement, en la lisant, de se questionner sur ce qu'ils font, puis voir finalement s'il n'y aurait pas des restructurations qui pourraient être faites de façon finalement individuelle et autonome. Ultimement aussi, ça permet de cibler de nouveaux champs d'études dans la transition de soins.
Par contre, en contrepartie, ce qu'il faut garder en tête, vu que c'est un scoping review, ben, on a regardé seulement une seule base de données qui est Medline, donc c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent nous avoir échappé. Aussi, nos critères d'inclusion étaient quand même assez, du PICO était quand même assez précis. Donc, comme vous avez vu, on a terminé avec 17 études, mais on voulait vraiment une population spécifique en gériatrie. Donc, toutes les populations trop, exemple, cardio ou onco ou, je sais pas moi, ortho, des choses comme ça, étaient d'emblée exclues. On voulait plus une population gériatrique qui est, comme j'avais dit tantôt, médecine interne, médecine femme ou gériatrie hospitalisée qui retournait à la maison. Puis, s'il y avait des études qui contenaient beaucoup d'adultes, mais un peu de patients âgés, on les excluait aussi. Donc c'est sûr que toutes ces études-là, on ne les avait pas là, dans l'analyse. Il y avait quand même aussi un risque de biais de publication parce qu'en fait, toutes les études non randomisées, donc les études de cohorte puis quasi expérimentales, en fait, c'était toutes des études positives. Là. Donc, potentiellement, il y a peut-être pu avoir des études non randomisées qui étaient négatives et qui n'ont tout simplement pas été publiées parce qu'ils étaient moins fortes comme type d'études. Le scoping review aussi n'était pas fait aussi officiellement pour comparer intervention par intervention. Vous comprendrez que les études étudiaient un groupe d'intervention en soi. Donc, tu ne peux pas dire que c'est telle ou telle intervention qui est meilleure, c'est le groupe qui est bon. C'est sûr que nous, par souci d'analyse, puis d'aller chercher quand même des hypothèses puis des observations. On a quand même fait l'exercice un peu de le faire, mais il faut quand même prendre ça avec un bémol vu que chaque étude, comme je disais, n'étudiait pas une intervention spécifiquement. Donc, au niveau des conclusions, en fait, le pharmacien peut jouer un rôle important afin de réduire l'utilisation des soins de santé de la personne âgée lors de la transition de soins. Le pharmacien devrait tendre à diversifier ses interventions à différentes périodes de la transition de soins et non pas juste se concentrer, exemple, à l'admission. Le plan de soins pharmaceutique, au départ, pourrait être plus efficace s'il y avait un consensus sur sa définition, sur son contenu, en plus d'être partagé, de s'assurer qu'il soit partagé avec le communautaire. Malgré que les suivis post-hospitalisation semblent efficaces, il serait pertinent de mieux comprendre les éléments clés de cette intervention dont l'éventail est quand même assez large. Les pharmaciens communautaires sont près des patients après l'hospitalisation. Ils pourraient donc être un professionnel clé pour augmenter les suivis en post-hospitalisation. Puis, il y a quand même un manque de standardisation dans les études là, pour décrire les interventions du pharmacien. Donc, nous, ça nous faisait dire qu'il y aurait un intérêt à avoir de s'entendre sur un genre de modèle un peu comme celui qu'on a adapté pour s'assurer qu'on parle le même langage puis que les interventions soient bien décrites puis qu'on puisse les comparer entre eux. Donc, voilà. Je vais laisser la suite à Fanny pour le projet 2. Je vais départager, Fanny. Voilà. Vous voyez bien mon écran? Oui, oui. Donc, moi, je vais vous présenter l'étude mixte sur les pratiques actuelles et les barrières qu'on a faite encore avec la même équipe, l'équipe des résidentes ainsi que des pharmaciens de l'Institut de gériatrie. Donc, l'objectif était de décrire l'application par le pharmacien des 8 interventions qui ont été démontrées efficaces par le Scoping Review sur l'utilisation pour réduire l'utilisation des soins de santé pendant la transition de soins de la personne âgée. Donc, pour ce faire, on a utilisé une méthode mixte qui comprenait une étude quantitative ainsi qu'une étude qualitative pour quantifier de façon subjective et objective les interventions pharmaceutiques qui étaient faites pendant la transition de soins des personnes âgées et aussi pour obtenir une compréhension plus approfondie des barrières et facilitateurs perçus par les pharmaciens à la mise en place de ces interventions. Donc, on a sollicité tous les UCDG de la Grande Région de Montréal qui étaient membres du ROGQ pour participer à notre étude par le biais d'un courriel qui a été envoyé en 2019
Puis tous les centres pour lesquels les pharmaciens qui travaillaient sur l'UCDG ont répondu et accepté de participer ont été inclus. Donc, initialement, on avait comme plan de faire une observation directe sur les unités de soins des pharmaciens pour documenter les interventions pharmaceutiques qui étaient faites. Par contre, étant donné la COVID-19, le protocole a dû être modifié. Puis, finalement, on a envoyé des questionnaires qui étaient auto-administrés par les pharmaciens des UCDG. Ce questionnaire-là a été envoyé par courriel pendant l'été 2020. Dans le questionnaire, on décrivait chacune des 8 interventions que vous avez vues dans le modèle que Yannick vous a présenté tantôt. Donc, les interventions étaient chacune décrites et on demandait aux pharmaciens de quantifier la fréquence à laquelle l'activité pharmaceutique était faite et à quelle fréquence elle était documentée dans le dossier avec une échelle allant de toujours, souvent, parfois ou jamais. Pour la deuxième partie de l'étude quantitative, on a fait une étude observationnelle rétrospective, une revue de dossier des patients qui étaient admis dans les UCDG en septembre et octobre 2019 pour essayer d'objectiver les interventions pharmaceutiques qui étaient documentées au dossier des patients. On a exclu les patients qui étaient admis hors service, ceux qui étaient réadmis pendant la période à l'étude, ainsi que ceux qui sont décédés. Donc, pour ce qui est de l'étude qualitative, on a fait des entrevues avec les pharmaciens en différents groupes. Donc, chaque groupe était composé des pharmaciens qui travaillaient au sein d'un même établissement, dans un même UCDG. Donc, on a fait un guide d'entretien qui était inspiré de la littérature sur le sujet pour guider les entrevues. Les entrevues étaient de maximum 1 heure et ont été menées à l'été 2020 par Zoom là, ou Teams. Au fur et à mesure qu'on faisait les entrevues avec les différents groupes de pharmaciens, il y avait parfois des nouvelles idées qui émergeaient. Donc, ces idées-là étaient utilisées pour créer des questions qui étaient abordées avec les groupes ultérieurs. Les entrevues ont été enregistrées et les verbatims ont été retranscrits et anonymisés. Les transcriptions ont été codées avec QDA Miner afin de dégager là, les thèmes des différentes entrevues. Donc, pour ce qui est des résultats, on a sollicité les 14 UCDG qui sont membres du RAGQ dans la grande région de Montréal. Il y a 4 UCDG qui ont refusé de participer à notre étude pour différentes raisons. Il faut se rappeler que quand on les a sollicités, on disait qu'on allait venir sur les unités de soins pour observer le travail du pharmacien. Il y a une UCDG qu'on n'a tout simplement pas reçu de réponse malgré plusieurs relances et une UCDG pour laquelle on n'a jamais réussi à obtenir le consentement de tous les pharmaciens qui travaillaient sur l'unité de soins. Il y avait 4 UCDG qui n'avaient tout simplement pas de pharmaciens sur l'unité de soins, donc on a dû les exclure. Donc, ça nous a laissé 4 UCDG qui étaient inclus à l'étude pour un total de 13 pharmaciens œuvrant en UCDG. Pour la revue rétrospective de dossiers, on a seulement pu recruter 2 UCDG, étant donné que c'était un changement un peu de dernière minute de protocole et les restrictions en lien avec la COVID. Malgré le faible nombre d'UCDG qui ont été inclus, on a réussi à avoir une grande diversité en termes des caractéristiques des pharmaciens et des UCDG qui étaient inclus. Donc, on a eu 2 UCDG qui étaient en milieu universitaire et 2 qui étaient en milieu communautaire. Le nombre de lits par UCDG variait de 18 à 62 lits. Donc, on avait des petites unités et des grosses unités. Il y avait en moyenne un équivalent temps plein sur l'unité de soins, à l'exception de l'UCDG 1 où il y avait légèrement moins d'heures pharmaciens qui étaient attribuées. Il n'y avait aucun UCDG qui avait des assistants techniques sur l'unité de soins. Il y avait 3 unités de soins qui œuvraient avec des étudiants et des résidents en pharmacie. Par contre, l'UCDG 1 ne faisait pas d'enseignement. Pour ce qui est des caractéristiques des pharmaciens qui étaient inclus, on voit que la durée de pratique en pharmacie d'hôpital est quand même assez... c'est des pharmaciens d'expérience qui avaient entre 13 et 17 ans d'expérience.
Par contre, l'expérience en gériatrie, donc en unité de courte durée gériatrique, était un peu variable, où est-ce que l'UCDG1 avait en moyenne des pharmaciens de 2 ans d'expérience, plus ou moins 3 ans, alors que les autres unités, ça variait, ça tournait plus autour de 10 à 12 ans de pratique. Donc, quand on regarde, selon le sondage qu'on a fait là, avec le questionnaire auto-rapporté, on voit qu'il y a une grande proportion des pharmaciens qui ont répondu qu'ils réalisaient toujours le BCM à l'admission et presque la moitié des pharmaciens rapportaient toujours faire le plan de soins à l'admission également. Par contre, le BCM au congé, le plan de soins au départ, était rapporté comme étant beaucoup moins fait par les pharmaciens qui ont répondu au sondage. Pour ce qui est du suivi après le congé du patient, au fait, c'était presque jamais fait là, par les pharmaciens d'hôpitaux. Si on regarde la documentation des interventions qui sont réalisées par le pharmacien, encore une fois, on peut voir que les activités faites à l'admission, comme le BCM à l'admission, sont souvent documentées par le pharmacien. L'enseignement aux patients ressort comme étant une activité qui est également très souvent documentée par le pharmacien lorsqu'elle est faite. Par contre, la participation aux réunions interdisciplinaires, elle est rarement documentée au dossier par le pharmacien. Donc, si on regarde les proportions des pharmaciens qui ont fait des interventions au moins la moitié du temps à l'admission et au congé, on voit que les pharmaciens semblaient mettre plus d'efforts pour réaliser les interventions à l'admission comparé aux interventions au départ du patient. Dans les entrevues, on pouvait constater que les pharmaciens ils reconnaissaient l'importance des interventions au congé, mais il y avait de la difficulté à trouver le temps nécessaire pour accomplir toutes les tâches. Il y avait aussi moins d'implication dans le bilan comparatif au départ. Puis de ce qu'on comprend dans les entrevues, c'est parce que les milieux avaient des ordonnances au départ qui intégraient le BCM au congé. Donc, lors de la prescription médicale, ça créait un BCM au congé. Donc, le pharmacien en tant que tel était moins impliqué dans le bilan comparatif au départ. Et on a noté aussi que les barrières à la communication, comme la présence de troubles cognitifs, peut contribuer là, au faible taux d'enseignement aux patients qu'on voyait. Vous pouvez voir ici qu'il y a entre un quart et un tiers des pharmaciens qui rapportaient faire au moins la moitié du temps un enseignement pendant le séjour ou au départ du patient. Il y a beaucoup de pharmaciens, plus que le 3/4 des pharmaciens rapportaient participer aux réunions interdisciplinaires au moins la moitié du temps. Puis, il n'y a aucun pharmacien qui rapportait faire des suivis après le congé du patient au moins la moitié du temps. Donc, on peut voir que les pharmaciens d'établissement ne sont pas impliqués dans les suivis après le congé du patient, possiblement parce que c'est un travail qui est attendu de la part du pharmacien communautaire, comme on pouvait comprendre dans les entrevues. Si on regarde maintenant la documentation des interventions qui étaient faites par le pharmacien, encore une fois, la documentation des activités qui sont faites à l'admission sont plus souvent documentées que ceux qui sont faites au départ. On a constaté également que les politiques et les procédures qui encouragent la documentation ont permis d'améliorer la documentation des interventions dans les milieux, dans les unités de soins. Donc, maintenant, pour la revue rétrospective de dossier, on se rappelle, donc, on a inclus 2 UCDG pour la revue de dossier rétrospective. L'UCDG 1, on se rappelle, c'était la grande unité avec 62 lits qui était dans un milieu communautaire sans enseignement aux étudiants ou aux résidents en pharmacie, alors que l'UCDG 2, c'était une plus petite unité dans un hôpital universitaire. Donc, ce qu'on constate quand on regarde les caractéristiques des patients qui étaient inclus à la revue de dossier, les patients de l'UCDG 2 avaient plus de comorbidité, il y avait plus de chutes dans les 12 derniers mois, ils étaient moins autonomes et il y avait moins de chances de retourner à domicile et de s'occuper eux-mêmes de leurs médicaments au départ. Donc, la revue de dossier nous confirme encore que le BCM à l'admission, elle est toujours ou presque toujours faite
peu importe l'unité de soins qu'on regarde. Donc, 97% des dossiers avaient un bilan comparatif à l'admission qui était documenté dans l'UCDG 2 et 100% en avaient dans, 97 dans l'UCDG 1 et 100% dans l'UCDG 2. Dans l'UCDG 2, la grande majorité des patients avaient un bilan comparatif à l'admission, un plan pharmaceutique à l'admission. Par contre, on n'a pas réussi à trouver aucun plan pharmaceutique au départ dans aucun des deux UCDG. Malgré que dans le sondage auto-rapporté, il y en a qui avaient rapporté en faire et en documenté au moins la moitié du temps. Pour ce qui est du BCM au départ, encore une fois, on voit que c'est moins documenté qu'à l'admission. Donc, ça confirme encore une fois là, que les interventions à l'admission sont réalisées plus fréquemment que les interventions au départ du patient. On a également regardé l'association entre certaines caractéristiques des patients et la documentation de l'enseignement aux patients au départ de l'UCDG 2. Et ce qu'on a vu, c'est que le pharmacien dans l'UCDG 2 semblait privilégier de faire un conseil au départ pour les patients qui sont autonomes pour la gestion de leurs médicaments. Donc, il semble choisir des patients pour lesquels le conseil va être plus payant. Ensuite, pour ce qui est des facilitateurs et des barrières qui ont été dégagées des entrevues faites avec les différents groupes de pharmaciens, les facilitateurs qui ont été soulevés étaient probablement les technologies de l'information comme le dossier Santé Québec qui permet d'économiser du temps et d'obtenir une information quand même de qualité. Les politiques et procédures qui encouragent la documentation, mais aussi, par exemple, l'Agrément Canada et les politiques organisationnelles requises pour ce qui est du BCM à l'admission fait en sorte que c'est une intervention qui est presque toujours faite et documentée. Donc, ça a certainement des effets positifs là, sur le travail du pharmacien. La présence d'étudiants et de résidents en pharmacie était soulevée comme étant un facilitateur au travail du pharmacien, ainsi que la collaboration avec les membres de l'équipe de soins sur l'UCDG. Les lieux de travail qui étaient à proximité de l'équipe médicale semblaient favoriser aussi une meilleure efficacité du pharmacien. Donc, quand le pharmacien avait un lieu physique, un espace où travailler avec un ordinateur, un téléphone et tous les outils nécessaires, ça augmentait également la productivité du pharmacien. Pour ce qui est des barrières qui ont été soulevées, probablement l'absence d'interconnectivité entre les institutions nuit au travail du pharmacien. Donc, quand le patient provient d'un autre hôpital et qu'on n'a pas le dossier antérieur, ou si c'est un patient qui n'est pas connu de l'établissement, ça rend beaucoup plus difficile le travail du pharmacien et ça diminue la productivité. Ensuite, l'absence de standardisation, par exemple, pour ce qui est de la définition du plan de soins au départ ou pour ce qui est de où documenter l'information par rapport au plan de soins au départ. Exemple, est-ce que ça devrait être documenté sur le sommaire médical ou sur l'ordonnance de départ ou une feuille complètement à part? C'est également une barrière au travail du pharmacien, même parfois dans un même entrevue, chez les pharmaciens qui travaillaient sur un même UCDG, on n'avait pas la même idée de qu'est-ce que constituait un plan de soins au départ et où est-ce que ça devrait se retrouver. Donc, cette absence de standardisation semblait beaucoup nuire là, au travail du pharmacien. Il y avait également la complexité des cas. Plus les cas étaient complexes sur l'unité de soins, plus ça prend du temps et c'est difficile de faire plusieurs interventions pour les patients. Ensuite, l'absence de communication avec les autres membres de l'équipe de soins. Ce qui était soulevé ici, c'était beaucoup l'absence de communication pour ce qui est de déclarer le départ du patient. Donc, quand le congé était signé pour un patient, parfois le pharmacien n'était pas prévenu ou il n'était pas prévenu suffisamment d'avance. Donc, il n'y avait pas le temps de faire les tâches nécessaires pour assurer un départ, les interventions pharmaceutiques au départ. Donc, ça nuisait. Également, pour ce qui est du taux quand même assez faible de conseils pendant le séjour et au congé, ce qui était soulevé comme étant une barrière au conseil aux patients était les difficultés de communication avec les patients en lien avec les troubles cognitifs. L'absence de support technique a également été soulevée comme étant une barrière au travail du pharmacien.
Non seulement les technologies utilisées pour faciliter le travail, mais aussi le support des assistants techniques en pharmacie qui étaient parfois mal formés ou qui produisaient un travail qui n'était pas à la hauteur, qui n'était pas de la qualité qui était attendue du pharmacien. Donc, parfois, les pharmaciens, même s'il y avait l'option d'avoir l'aide technique d'un assistant technique en pharmacie, ils choisissaient de le faire eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas confiance ou ils pensaient que ça allait prendre plus de temps de corriger le travail plutôt que de le faire eux-mêmes. Donc, ça, c'était une barrière là, au travail du pharmacien. La charge de travail élevée également nuit à la productivité du pharmacien, comme on voit sur l'unité de soins où est-ce que le pharmacien était responsable d'un plus grand nombre de lits. Il était capable de faire beaucoup moins d'interventions pharmaceutiques, une beaucoup plus petite variété était possible étant donné la grande charge de travail, alors que sur l'unité de soins où est-ce que le pharmacien avait moins de lits à sa charge, il pouvait en faire plus pour un plus grand nombre de patients. Ensuite, le manque de temps, bien sûr, a été soulevé comme étant une barrière au travail du pharmacien, mais aussi les habitudes de travail. Donc, parfois, les pharmaciens disaient qu'ils se mettaient dans une routine et ils faisaient les activités dans leur routine. Ils ne se questionnaient pas nécessairement par rapport aux activités qu'ils faisaient pour les patients. Donc, ça a été soulevé comme étant une barrière. Et finalement, les croyances au sujet des responsabilités professionnelles. Par exemple, comme on disait, le fait que le pharmacien d'hôpital peut penser que c'est la responsabilité du pharmacien communautaire d'assurer le suivi après le congé du patient. Donc, en résumé, le manque de temps semble être l'obstacle le plus important à l'intégration des 8 interventions dans la pratique clinique des pharmaciens dans la grande région de Montréal. Un ratio pharmacien-patient plus élevé semble être associé à une meilleure productivité de pharmaciens. Contrairement à ce qu'on voit dans d'autres études, le manque de collaboration avec l'équipe de soins ne semble pas être une barrière majeure chez les participants, contrairement à ce qu'on a vu dans d'autres études. Donc, ça nous dit que la place du pharmacien dans les UCDG du Québec, là où il est, semble être bien établie et son travail est apprécié de l'équipe. Finalement, une définition standardisée du plan de soins au départ pourrait aider à mieux intégrer cette activité dans la pratique pharmaceutique des pharmaciens. Donc, si on finit par les forces et faiblesses de cette étude, on est à notre connaissance la première étude à documenter l'application des interventions pharmaceutiques en transition de soins par le pharmacien qui œuvre auprès d'une clientèle gériatrique. Et le fait d'intégrer une méthode qualitative nous permet aussi d'avoir une compréhension approfondie des barrières à l'application des interventions pharmaceutiques qui seraient souhaitables d'implanter dans nos unités de soins. Pour ce qui est des faiblesses, c'est sûr que le fait d'avoir fait un questionnaire est plus subjectif au risque de biais de désirabilité, au biais de mémoire. Puis la revue rétrospective, donc la partie quantitative, objective, on a seulement pu le faire chez 2 UCDG. Par contre, on a quand même eu une bonne diversité là, dans ce qu'on avait. Et finalement, on n'a pas évalué la qualité ou la pertinence des interventions qui étaient faites par les pharmaciens puisque ce n'était pas l'objectif de l'étude. Donc, on fait où maintenant on va où avec ce qu'on sait? Premièrement, on pensait que d'établir des principes directeurs d'un plan de soins pharmaceutique au départ serait utile pour permettre son application dans les UCDG du Québec. Donc, afin de faire la fameuse standardisation là, qui semble être demandée là, par les pharmaciens qu'on a sondés. Ensuite, étant donné, vous avez vu, là, il y a une grande variété là, en ce qui est de la charge de travail qui est attribuée aux pharmaciens. Donc, on pense que d'établir un ratio pharmacien-patient qui permettrait d'appliquer de façon optimale les interventions pharmaceutiques qui ont été démontrées efficaces dans les UCDG permettrait d'avoir peut-être une meilleure uniformisation là, dans les UCDG pour que le pharmacien puisse faire son plein travail. Ensuite, d'optimiser l'implication des assistants techniques en pharmacie serait utile, surtout qu'il y a des nouvelles études pour les techniciens en pharmacie qui vont leur permettre de faire plus de tâches et d'avoir une meilleure formation pour ça. Donc, de réfléchir à comment on peut intégrer les techniciens en pharmacie pour nous aider dans les tâches cliniques sur les unités de soins serait quelque chose à faire. Ensuite, il faut également se questionner sur le continuum de suivi après l'hospitalisation
à savoir comment impliquer les pharmaciens communautaires pour s'assurer qu'il y a un bon transfert d'informations et une définition claire de qu'est-ce qui est la tâche de chacun pour assurer un bon continuum de suivi après le congé du patient. Et ultimement, faire une étude de faisabilité et clinique là, qui évalue les différents aspects de ces projets. Donc, ça conclut notre partie de la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Excellent. Donc, merci beaucoup pour les présentations. Passons maintenant aux questions. Veuillez lever la main pour poser une question ou vous pouvez écrire les questions dans le chat. Donc, nous avons déjà 2 questions. La première question, c'est une question du la docteure Edeltraud Kreuger, qui est chercheuse au Centre d'excellence sur le vieillissement du Québec avec une expertise dans l'utilisation des médicaments chez les personnes âgées. Donc, avez-vous des publications, y a-t-il des publications à partager selon vos études ou serait-il possible d'accéder aux diapos en format PDF pour moi? La première étude, oui, je pourrais en fait la partager. La deuxième, en fait, on est en cours de publication en fait, on a eu une préacceptation, puis on est en train de faire les modifications. Donc, théoriquement, ça devrait arriver bientôt, on espère. Mais la première, la seule chose, c'est que elle n'est pas open access, fait que je pourrais l'envoyer directement aux personnes qui sont intéressées. Merci beaucoup. Encore une autre question de la part de Dr. Alexandre Moreno, qui est chercheur clinicien associé au CRUGM. Donc, parmi les interventions identifiées, avez-vous trouvé des interventions à l'aide de la technologie? Corrige-moi, Fanny, parce que c'est un peu nous qui a comme tout, qui a tout classé les trucs, puis on était chacun étant double vérification, mais c'était pas nécessairement un objectif de nos classifications, fait que de mémoire, ça m'a pas accroché, mais je pense pas que j'en ai vu. À ma connaissance, non, en fait. Bon, Fanny dit non aussi. D'accord, merci beaucoup. Donc, nous avons encore une question. Donc, Monsieur Benoît Cossette. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui, très intéressant, là, vraiment les 2 projets. J'avais une question là, pour chacun des 2 projets. Je vais peut-être commencer par le deuxième volet. En fait, je me demandais, vous avez choisi de faire l'évaluation dans l'UCDG, limitée donc à l'UCDG. Vous aviez mentionné quand même l'idée des unités de médecine interne, médecine de famille un peu plus tôt dans la présentation. Je me demandais, qu'est-ce que vous pensez disons, ce que vous avez trouvé en UCDG, comment c'est applicable dans ces autres unités-là, puis disons qu'on a des ressources limitées, là, puis qu'on devait choisir où implanter, là, ou prioriser finalement l'implantation de ces transitions de soins-là? Est-ce que vous iriez plutôt pour l'UCDG ou pour, disons, médecine de famille, puis un peu savoir le pourquoi? Là. Je ne sais pas si vous avez eu des données là, qui vous permettraient d'arriver à certaines suggestions à ce niveau-là. En fait, c'est ça, on a commencé par l'UCDG parce que, en fait, c'était notre pratique à moi puis Fanny, puis c'est ça puis en fait, le reste de l'équipe aussi, puis c'est ça qu'on connaissait le plus. Puis après ça, on a essayé pour être pour essayer de tirer des conclusions le plus possible, d'avoir une clientèle, entre guillemets, qui se ressemble le plus. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu s'étaler trop dans les autres types de clientèle. C'est pour ça qu'on est allé vers ça d'emblée, vers les ECDG. Mais je pense qu'il y a probablement beaucoup des choses qu'on a vues qui peuvent s'appliquer ailleurs, mais on voulait vraiment prioriser aussi une clientèle gériatrique, vu que c'est une population qui est très à risque d'événements indésirables là, liés aux médicaments. Donc, on pensait que le pharmacien pourrait avoir un grand impact là, à ce niveau-là, alors qu'en médecine de famille, c'est sûr que c'est utile, mais on ne voulait pas avoir une clientèle trop mélangée là, avec la population adulte et gériatrique, vu que aussi on connaît la gériatrie de plus.
Je ne sais pas si ça répond à ta question, Benoît, ou... Oui, ben, tout à fait. Là, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que je peux en poser une autre? Oui, bien sûr. Pour la première partie, je suis curieux de savoir comment vous avez décidé qu'une étude était positive ou négative, puis si c'est basé sur un p-value, si vous aviez un peu une appréciation de la puissance, donc est-ce que la puissance était suffisante? Puis peut-être juste encore là, dans cette même idée, dans les études négatives, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui a fait qu'elles étaient négatives? Donc, avez-vous comme des éléments là, que vous dites, il manquait telle intervention ou telle intervention ne semble pas efficace? Je comprends que c'est très général et qu'on peut parler des conclusions là, fermes, mais c'est juste des impressions là, que vous avez à ce niveau-là. Ouais. Ben, en fait, pour l'histoire positif-négatif, on est allé simple, en fait. Là, on l'a défini dans l'article, mais que ce soit une issue primaire ou une issue secondaire, dès que finalement il y avait quelque chose de positif dans tout ça, on décidait qu'elle était positive, en fait. C'était comme ça qu'on l'avait déterminé. Puis on se basait sur soit le p-value ou l'intervalle de confiance. Fait qu'on n'allait pas dans l'analyse un peu là, dans le détail finalement par rapport à ça. Puis il y a une autre étude qu'on avait vue qu'on trouvait intéressante qui avait fait un peu la même chose. Donc, c'est un peu ça qui nous avait inspiré de faire comme ça, cette stratification-là. Puis en fait, il y avait juste une étude qui était négative, donc qui était délétère. Là. Les autres étaient soit positives ou neutres. Dans celle qui était négative, de mémoire, elle avait juste l'intervention en poste. Donc, il n'y avait rien avant. Donc, ce qu'on disait, c'est que probablement que parce que l'intervention en post-hospitalisation, tantôt quand j'en ai parlé, je disais qu'il y a quand même des données qui nous montrent que c'est pertinent de le faire. Mais voyez-vous, celle-là disait que c'était délétère. Donc, on disait que ça veut dire que de faire une intervention seule, probablement que c'est peut-être pas optimale, puis qu'il faut la combiner avec d'autres choses. Exemple, s'il y a déjà des interventions qui ont été faites en pré-hospitalisation, durant l'hospitalisation, de s'assurer que cette information-là soit transmise en externe pour que ça soit pertinent et en continuité. Fait que, ouais, par rapport à ça, c'est ça. Est-ce que je peux apporter d'autres précisions ou ça répond? De mémoire, celle qui était délétère, là, ça augmentait les réadmissions post-hospice, mais leur hypothèse, c'était que dans le fond, vu qu'il y avait un suivi post-hospice qui a été fait, on a comme attrapé des patients qui ne seraient peut-être pas allés à l'urgence par eux-mêmes. Mm-hmm. Ben, peut-être juste pour aller un peu là, dans ma question initiale, par exemple, là, sur le calcul de puissance, la diapo qu'on a présentement à l'écran, quand on voit les réadmissions hospitalières, là, si je comprends bien, là, c'est donc le 14,1 versus 21,9. On voit quand même c'est un odds ratio là, à 0,55. C'est sûr que c'est pas significatif, mais on peut penser là, ici qu'il y a un problème de puissance, alors que je n'ai pas le nombre de participants là, dans cette étude-là. Donc, j'hésiterais peut-être à la classer comme négative sur la base de l'intervalle de confiance, alors que les résultats semblent intéressants. C'est pour ça que je suis curieux de voir un peu. Je comprends qu'il n'y a pas d'études négatives, il y a quand même des études non concluantes. Ces études non concluantes-là, c'est-tu parce que c'est un manque de puissance finalement? C'est ça un peu ma question. Ouais. OK, ouais, excuse-moi. Ben, en fait, quand il y a une flèche par en bas, ça veut dire qu'il y a une diminution. Donc, pour nous, on la classait positive. Donc, il y avait un impact positif du pharmacien. Quand il y avait une flèche droite, on la considérait que c'était égal au groupe comparateur, donc on la considérait neutre. Puis quand il y avait une flèche par en haut et qui est juste une seule étude, comme je disais tantôt, on la considérait délétère, donc qui augmentait le nombre de réadmissions. Donc, c'est comme ça la classification qu'on a faite, puis on utilisait le p-value ou finalement l'intervalle de confiance pour finalement dire que ça diminuait, augmentait ou que c'était neutre. Puis pour répondre à ta question, la plupart des études qui étaient considérées neutres, donc ni délétères ni positifs, là, en fait, c'était surtout pour une question, selon moi, puis de puissance.
puis aussi probablement de type de clientèle choisie. C'est-à-dire d'aller chercher une clientèle peut-être un peu plus à risque, avec souvent des fois on regardait puis il n'y avait pas tant de médicaments que ça, pas tant de comorbidité, donc c'est peut-être juste une question d'aller chercher une clientèle un peu plus à risque. Puis aussi, des fois, il y avait des pertes. Ils identifiaient un nombre de médicaments pour atteindre leur puissance, mais clairement, à la fin, il y en avait moins. Là. Donc, tu voyais qu'il y avait quelque chose par rapport à la puissance aussi. Là. Fait que c'est des études qui auraient pu potentiellement être positives. Là. Parfait, merci. Très intéressant encore. Merci beaucoup pour vos réponses et pour les questions. J'ai aussi une question. Il semble que les pharmaciens communautaires jouent un rôle important dans la période post-hospitalisation. Je me demandais si les pharmaciens communautaires disposent de suffisamment d'informations sur les patients afin de fournir une approche objective ou si leurs tâches ne dépendent pas de ces informations. Je te laisse répondre. Je ne sais pas si tu veux commencer, Fanny, ou je peux... Vas-y. Ben, en fait, les pharmaciens communautaires, l'information qu'ils ont le plus facilement accès, c'est le DSQ. Puis le DSQ, ça va être les médicaments, puis les laboratoires, puis les imageries. Sinon, pour le reste, ils sont vraiment dépendants de ce qu'on leur donne finalement. Donc, d'où l'intérêt qu'on disait d'essayer d'avoir le plus de transfert d'informations possible aux communautaires quand le patient quitte, puis ça passe par faire un plan de soins pharmaceutique. Avec cette information-là, après ça, le pharmacien communautaire peut faire un bout de chemin ou mieux comprendre du moins ce qui s'est passé. Puis cette information-là n'est pas nécessairement juste pour le pharmacien communautaire, mais en fait, tout professionnel de la santé de première ligne qui attrape ça peut jouer un morceau, un bout de chemin. Donc, ça peut être le pharmacien communautaire, ça peut être le médecin de famille, ça peut être l'IPS. Puis bon, je pense que le patient aussi a un rôle à jouer aussi là-dedans. Donc, si on lui donne un résumé ou quelque chose qui l'interpelle puis qui est adapté à sa compréhension, il peut probablement faire un bout de chemin de lui aussi. Là. Donc, oui, mais effectivement, puis il y a eu un projet qui avait été annoncé, mais je pense qu'il a été mis sur pause, mais que j'ai l'impression que ça va peut-être être réactivé, là, mais c'était d'inclure dans le DSQ le sommaire d'hospitalisation, mais là, je parle bien du sommaire médication médicale. Là. Donc ça, c'est sûr que d'avoir accès à ça, ça aiderait, je pense, le pharmacien communautaire, parce que c'est live, puis c'est tout de suite accessible. Fait qu'il y a peut-être aussi un intérêt ou du moins une opportunité ici pour peut-être justement par rapport au plan de soins pharmaceutiques là, pour s'assurer que finalement que ça soit accessible à tous et de le transmettre facilement. D'accord, merci beaucoup. Et probablement la dernière question, dans quelle mesure, de votre point de vue, dans quelle mesure est-il important pour les pharmaciens d'avoir des connaissances spécialisées supplémentaires en gériatrie afin d'être prêts à s'impliquer auprès de la population âgée? Excusez-moi, j'ai manqué le début de la question, ou à moins que Fanny... Dans quelle mesure est-il important pour les pharmaciens d'avoir des connaissances spécialisées, donc plus des connaissances supplémentaires en gériatrie, afin d'être prêt à s'impliquer auprès de la population âgée? Bien, c'est sûr que c'est un très bon point, puis ça peut être un frein chez certains pharmaciens communautaires qui, dépendamment de leur clientèle ou de leur pratique, qui sont peut-être plus habitués avec les adultes, puis qui ont peut-être un peu moins de personnes âgées. Donc, d'où l'intérêt, entre autres, justement, dans justement le plan de soins pharmaceutique qui est transmis au départ, d'essayer, je pense, d'avoir quelque chose qui répond bien aux besoins des pharmaciens communautaires, puis qui est précis et qui dit quoi faire finalement. Si on fait juste dire ça a été ajouté parce que, je sais pas moi, il fait de l'AFA ou ça a été ajouté parce qu'il était anticoagulé, c'est un peu vague. Ça peut peut-être amener les pharmaciens communautaires peut-être des fois à ne pas prendre les choses en charge parce que c'est pas alors que d'arriver avec une intervention précise ou une action précise qu'on s'attend dans ce plan-là ou dans un document. À ce moment-là, ils se sentent peut-être un peu mieux encadrés, mieux soutenus pour faire cette intervention précise-là.
Puis ça peut être aussi de s'assurer, nous, en fait, ici à l'Institut de gériatrie, on s'assure toujours d'avoir nos numéros de téléphone en page 1, là, s'ils ont des questions par rapport au départ ou quoi que ce soit. Là. Donc, d'avoir nos numéros, ça peut être une façon aussi de rester ouvert aux questions ou quoi que ce soit. Là. Je parle du départ, mais en cours de SPIT ou à l'admission, les pharmaciens qui font de la gériatrie active peuvent aussi rester ouverts à répondre aux questions de leurs collègues qui sont sur d'autres unités plus, je ne sais pas, cardiologie ou médecine interne, puis qui ont qui ont quelques patients plus profils gériatriques, mais qui sont sur leur unité, puis que des fois, ils ne savent pas peut-être par où prendre le problème. Donc, je pense qu'on a un rôle aussi entre collègues là, à essayer de s'aiguiller. Là. Parce qu'effectivement, la clientèle gériatrique, c'est tout un monde en soi. Là. Oui, merci. Donc, merci beaucoup pour vos présentations. D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc merci encore une fois, Dr. Coquemanche et Dr. Villeneuve, pour cette présentation très intéressante, très intrigante et stimulante. Pour tout le monde, un petit rappel, la présentation d'aujourd'hui a été enregistrée et sera disponible en ligne sur la chaîne YouTube du CRUGM et vous pouvez trouver dans le chat les liens. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc merci beaucoup encore une fois pour la présentation d'aujourd'hui et cela conclut notre conférence d'aujourd'hui. Merci beaucoup au centre de recherche. Bye. Merci, bonne journée à tous.